Alors, nous allons maintenant entamer notre troisième atelier, troisième session, intitulée « Les interactions communicatives du non-verbal au geste et au corps ». Cette thématique est celle sur laquelle, dans notre champ de recherche, à Mabrouka, aussi bien qu'à moi-même, Jacques Cosnier était le plus connu. Et il n'était pas rare qu'on entende dans les colloques « Ah, Lyon, c'est pas là qu'il y avait Jacques Cosnier ?» Et parfois les gens disaient Jacques Cognier, selon les régions de France où l'on se trouvait. Donc on va retrouver l'usage de la vidéo et également la gestualité et la fameuse grille d'analyse de la gestualité communicative. Alors dans cet atelier, par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, nous avions l'impression que nous accueillions deux personnes qui ne font pas partie de la famille ni de Lyon 2, ni de l'Arcy, ni du Gric, ni d'Icare, mais j'ai su que Brahim avait fait ses études à Lyon 2. Donc, voilà, je passe la parole à Mabrouka pour introduire les intervenants. Oui, merci Véronique. On va avoir le plaisir d'entamer la dernière session qui a pour titre les interactions communicatives du non-verbal au geste et au corps, avec une première intervention de Marion Tellier d'Aix-Marseille. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Agnès Vico de l'Université de Lyon, ainsi que Juliette Cosnier qui est... Elle est où Juliette? Elle est là. Voilà, merci Juliette, orthophoniste à Lyon, donc qui est dans la continuité des quelques travaux de Jacques, finalement, quelque part. Et puis nous aurons le plaisir de terminer par l'intervention d'un Lyonnais quand même, hein, n'est-ce pas? Même s'il a immigré chez mes collègues à Montpellier, Brahim Azaoui. Voilà. Donc on démarre tout de suite avec Marion. Merci. Merci beaucoup et j'espère que vous avez encore un peu de ressources cognitives parce que j'ai plein de mots compliqués pour vous. Et effectivement, donc je ne suis pas de la famille lyonnaise, donc moi j'ai assez peu côtoyé Jacques Cosnier, j'ai eu l'occasion de le croiser notamment ici dans des séminaires, mais je l'ai plutôt connu par ses écrits. Et donc c'est ce que j'avais envie un petit peu de restituer ici, c'est notamment cette catégorisation du geste. Voilà, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, quel héritage il y en a, quel usage on en fait encore. Et puis un petit clin d'œil, la première fois que j'ai mis les pieds à Lyon, c'était en juin 2005, donc ça fait tout pile 20 ans. C'était pour le congrès international d'études gestuelles, ISGS. On en est au 10e maintenant, et à l'époque c'était le 2e qui avait eu lieu à Lyon. Je pense que Jacques faisait partie du comité organisateur. Et dans la communauté d'études gestuelles, le colloque de Lyon reste, pour les anciens qui l'ont connu, reste comme une des meilleures éditions en fait, des colloques ISGS. Donc je vous le dis, là, soyez fiers. Donc Jacques Cosnier, avec Calbris, avec Montredon, ça fait partie des pionniers des études gestuelles françaises. Et donc dans le monde francophone, l'étude de la gestuelle, c'est des noms qui reviennent souvent. Peut-être un peu trop francophone du coup, parce que voilà, les écrits de Cosnier, ils sont surtout utilisés dans des publications en français, comme on va le voir. Et c'est peut-être dommage parce que du coup, il s'est moins exporté que d'autres chercheurs. Très tôt, il a parlé de la multicanalité de la communication humaine, avant qu'on dise multimodalité. Et il a même nuancé l'utilisation du terme communication non verbale, hein, qui est qualifié de désignation assez malheureuse, puisque ça donne un statut négatif du geste, enfin des éléments mimo-gestuels, inféodés au verbal, ou en tout cas du non-verbal. Et je suis assez d'accord avec cette posture. Alors ma première rencontre avec Jacques Cosnier, en tout cas avec ses écrits, c'était à travers cet ouvrage que j'avais acheté un peu par hasard chez Gibert à Paris, d'occasion déjà, parce que j'étais en DEA et que je commençais à m'intéresser à la gestuelle. Et j'ai énormément apprécié le chapitre de Jacques Cosnier dans cet ouvrage. Il m'a beaucoup inspiré et quelques mois plus tard, j'ai pondu mon mémoire de DEA qui parlait de la gestuelle et dans lequel j'ai énormément utilisé la catégorisation de Cosnier. Et donc je bassinais tout le monde dans les séminaires d'étudiants en DEA avec les catégorisations de Cosnier, les kinémimiques, les pictographiques, je vais vous en parler. Personne ne comprenait rien à ce que je racontais, c'était assez compliqué, mais en tout cas moi ça me passionnait.
Alors justement, catégoriser les gestes, pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Ça dépend bien sûr des questions de recherche qu'on pose, mais on va avoir besoin assez souvent de mettre des gestes dans des cases. Alors, les classifier, les catégoriser, voilà, on peut choisir le terme qu'on veut. Ça peut être par exemple pour observer l'évolution développementale de certaines catégories de gestes, par exemple dans l'acquisition du langage chez l'enfant. Quels gestes apparaissent en premier, les dictiques, lesquels apparaissent à quel âge, etc., lesquels deviennent plus nombreux à quel âge. Donc ça peut être une façon justement de décrire ce développement. On peut formuler des hypothèses sur la présence ou l'absence de certaines catégories de gestes en fonction de telle ou telle situation. Et puis on peut aussi comparer des résultats avec des recherches antérieures. Donc si on veut comparer avec des résultats d'autres chercheurs, dans d'autres contextes, ou dans des contextes similaires par exemple, avec d'autres langues, on a besoin d'une base commune pour comparer les gestes qu'on analyse. Donc il faut une base catégorielle commune. Mais c'est un défi. Parce qu'il va falloir trouver des critères pour distinguer ces gestes, pour les catégoriser. C'est un enjeu central chez les chercheurs. Calabrese nous dit il n'existe pas de schéma d'annotation universel. Kendon nous dit élaborer un système d'annotation unifié serait une erreur. Donc c'est bien, mais on est bien embêté parce qu'on a quand même besoin d'un système. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on va quand même essayer d'utiliser des catégorisations fonctionnelles, de prendre les grilles, les catégorisations qui existent, les mettre à l'épreuve de nos corpus, peut-être les enrichir, les modifier, mais voilà, on a quand même besoin de ces catégorisations. Donc Cosnier, assez tôt, s'est emparé de cette question. Il avait fait cette synthèse, ce tableau synthétique des catégorisations depuis Efron en 1941, où on voit qu'il y a des catégorisations qui sont un peu similaires, et puis plus on avance, plus il y a de sous-catégories. Mais c'est surtout sur celle qui est publiée dans l'ouvrage de 82 que je voudrais me focaliser. Et puis je vais faire des petits zooms sur certaines de ces distinctions. J'ai regardé un petit peu sur Google Scholar si je pouvais trouver des articles qui s'appuyaient sur cette catégorisation de Cosnier. Et j'ai trouvé des articles sur, par exemple, le développement de l'apprentissage d'une langue étrangère et les gestes dans cet apprentissage. Sur le développement langagier chez les enfants, dans des comparaisons interlinguistiques, la gestualité argumentative, les interactions mère-enfant, et puis même dans les interactions avec des pathologies comme Alzheimer. Donc on voit que cette typologie, elle a été utilisée dans des publications en français essentiellement, mais dans un champ disciplinaire très très étendu. Mais je ne vais pas vous parler tant de l'utilisation dans la recherche, je vais aussi vous parler de l'utilisation dans la formation des linguistes. Parce qu'il se trouve que j'enseigne un cours en sciences du langage sur la gestuelle et que je m'appuie beaucoup sur les écrits de Cosnier et sur ce tableau que vous avez sous les yeux. Et donc, quand vous allez voir des diapos dans un autre style que ce style gris que j'ai utilisé, c'est des vrais morceaux de mon cours. Donc je vous ai mis des diapos de mes cours où on voit justement tel quel, je les ai copiés tel quel, on voit comment je mobilise en fait cette distinction-là. La première grande distinction que j'aime bien faire, c'est entre geste communicatif et extra-communicatif. Bon, Cosnier n'est pas le seul à l'avoir faite, je ne vais pas développer ça. Donc ça, c'est un vrai bout de mon cours. Donc justement, cette distinction-là entre les gestes communicatifs qui servent l'intention, l'échange communicatif, comme je suis en train de faire, et puis ceux qui n'y participent pas directement et qui sont facilement écartés par les interlocuteurs. Donc qui peuvent survenir dans l'interaction, mais qui paraissent un petit peu étrangers parce qu'ils ne sont pas là directement pour véhiculer un message, même s'ils peuvent avoir un impact direct sur la communication. Quelqu'un qui se gratte beaucoup en vous parlant, mon fils il y a des poux dans son école, ça va peut-être avoir un petit impact sur l'interaction. Dans ces gestes extra-communicatifs, Cosnier en distingue 3 types: les autocentrés, je touche une partie de mon corps, voilà, je touche ma joue, mon nez, etc. Des ludiques, je joue avec mon collier, mon stylo. Et puis des gestes de confort, je me recoiffe, je remets mon t-shirt. Voilà. Tous ces gestes-là, voilà, qu'on peut appeler aussi les adaptateurs. Et que, effectivement, dans mon cours, je n'aborde pas plus que ça. Et qui sont assez peu traités dans les recherches. C'est peut-être dommage d'ailleurs. Il y a sans doute des choses très intéressantes à analyser. Donc si on se focalise sur les gestes communicatifs, deuxième grande distinction, les quasi-linguistiques et les si-linguistiques. Je vous rassure, je ne vais pas tous les faire. Mais
les quasi-linguistiques, c'est assez intéressant, on les appelle aussi emblèmes dans la communauté gestuelle. C'est voilà, ces gestes, en fait, moi j'aime bien dire que c'est des expressions idiomatiques gestuelles, ces gestes qui sont, dont la forme est figée, qui sont différents d'une culture à une autre. Donc par exemple ça, voilà, ou mon œil en français, qu'on peut utiliser d'ailleurs avec ou sans la parole, on peut juste faire ça, et puis si on partage ce geste dans notre communauté, on comprend. Voilà, ils sont assez conventionnalisés, et en fait beaucoup de données que j'ai dans mes cours sur les emblèmes viennent des écrits de Cosnier, parce qu'on n'a finalement pas eu beaucoup de choses récemment, ou en tout cas pas aussi détaillées que ce que j'ai pu trouver chez lui. Notamment des recensements en fait du nombre d'emblèmes dans différentes cultures, et puis toutes les cultures n'ont pas été décrites non plus. Et puis sur les emblèmes français, Daran et Cosnier listent, en répertorient environ 200, et ils sont amusés à les distinguer au niveau sémantique entre les gestes qui expriment des émotions, par exemple ça, des gestes pour influencer autrui, stop, viens. Voilà, des fatigues, des transmissions d'informations, et puis des injures, vous en connaissez, je ne vais pas vous les faire. Si, c'est filmé là. Voilà. Et puis bon, évidemment, ce qui intéresse le plus les gestualistes, ça va être, c'est là-dessus que maintenant je vais me focaliser, les co-verbaux, donc ceux que je suis en train de faire en parlant, ceux qu'on fait tous en parlant, et co-verbal, c'est ceux qui accompagnent la parole. Que Cosnier distingue en 3 sous-catégories, paraverbaux, expressifs et illustratifs. Les paraverbaux, c'est les battements, on les appelle aussi beats ou battements. Les expressifs, c'est les mimiques faciales, et puis les illustratifs. Et parmi les illustratifs, c'est là où il y a tous ces noms poétiques, donc les déictiques, les pointages, les spatiographiques qui montrent la structure, la disposition spatiale. Donc l'exemple que Cosnier donne souvent, c'est l'escalier en colimaçon. Les kinémimiques qui miment l'action, j'étais en train de conduire. Les pictographiques ou pictomimiques, ça dépend un peu des schémas, qui schématisent la forme du référent. Donc j'ai mangé un gâteau gros comme ça, par exemple. Et puis les idéographiques, ce qu'on appelle aussi, par exemple chez McNeill, les métaphoriques, qui représentent des concepts abstraits. Donc je vais vous montrer un petit extrait de corpus qui est très sympa. Donc celui qui a une chemise, là, il habite au-dessus d'un restaurant où il y a souvent des concerts, et donc la musique est assez forte et tout vibre dans son appartement, il n'arrive pas à se concentrer pour travailler, et donc il explique ça à son camarade, et vous allez voir, ils ont plein de synchronisations gestuelles super jolies, et plein de déictiques et de spatiographiques, donc des gestes qui montrent l'organisation spatiale. J'avais déjà des voisins qui étaient déjà descendus une fois. D'accord, donc tu n'étais pas tout seul dans ce cas-là. Ouais, voilà, c'est ça. Vibrait, dans l'immeuble, les autres... Alors, mes voisins du dessus, ça vibrait pas forcément, mais ils entendaient quand même le bruit, quoi. Toi, par rapport à toi, tu es vraiment juste au-dessus moi, je suis vraiment juste au-dessus. Et il y en a d'autres au-dessus de toi aussi. Et il y a encore d'autres étages après au-dessus, voilà, c'est ça. Ça fait vibrer tout. Ouais. Vous avez vu comme ils sont bien synchronisés. Et alors, l'exemple que j'avais au tout début, c'est qu'il dit « J'avais déjà des voisins ». Et donc juste son geste nous dit où sont les voisins. C'est pas les voisins ni les voisins, c'est les voisins. J'ai un autre exemple, et le son est assez mauvais, mais je voudrais juste vous montrer rapidement des petits bouts, parce que là il y a des spatiographiques, des pictographiques, des kinémimiques, donc tout ce qui va représenter la forme, l'action, etc. Elle est en train de décrire un objet qu'elle ne connaît pas, et donc elle veut juste montrer comment il est. Bon, on n'entend pas trop, mais voilà, elle dit c'est plat en dessous, il a un peu cette forme en spirale, et puis il y a d'autres morceaux qu'on peut tourner, voilà. Donc on voit que là on a des kinémimiques, l'action, mais quand elle dit c'est plat en dessous ou il est en spirale, c'est à la fois pictographique, ça représente la forme, et spatiographique parce qu'il y a aussi la structure. Et c'est là que vient, je pense, un des problèmes de cette typologie, c'est que plus il y a de catégories et plus c'est difficile à distinguer. Et parfois, les frontières sont un peu poreuses et on a du mal à catégoriser. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la catégorisation de McNeill a dominé, parce qu'il y avait moins de catégories, il en a mis que 4. Et puis tout ce que Cosnier distingue, pictographique, kinémimique, etc., pour McNeill c'est iconique. Et donc c'est plus facile peut-être à mobiliser. McNeill n'aime pas dire catégorisation, il dit plutôt dimension, pour montrer aussi que voilà, c'est pas des frontières si nettes. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il me reste 2 minutes, oui ça va. Donc aujourd'hui, on est toujours content de pouvoir utiliser des catégorisations.
On a aussi beaucoup plus mis de logiciels ou de technologies dans la notation gestuelle, ce qui nous permet aussi d'être plus précis. On travaille à l'image près, donc à 40 millisecondes près. On utilise toujours des catégorisations que parfois on appelle schémas d'annotation. Et puis, ce qui se développe beaucoup, et je trouve ça intéressant, c'est de la pratique du guide d'annotation. C'est-à-dire que ces différentes catégories, on va les rédiger sous forme d'un manuel d'utilisation qui pourrait être utilisé par quelqu'un d'autre. On peut dire à quelqu'un, tiens, prends mon corpus, prends mon guide, prends un échantillon, annote, et puis après on compare justement si on a catégorisé de la même façon, ce qui permet aussi de réduire un peu la subjectivité. Et cette pratique des guides, voilà, elle est de plus en plus développée avec des exemples rédigés, des photos, voilà, tout plein d'informations qui permet vraiment de bien formaliser la notation. Et le consortium Corely a mis en ligne pas mal de guides d'annotation que des chercheurs ont partagés. Donc voilà, si vous voulez consulter ça, c'est vraiment riche. Voilà, là il y a plein de guides. J'en avais mis un justement voilà, sur mon corpus. Et donc ça permet justement de partager des pratiques d'annotation, de les enrichir, de les modifier, etc. Le mot de la fin, classer les gestes sur une base commune, ça permet de comparer les études. C'est, je pense, assez essentiel pour pouvoir mettre en perspective des recherches un peu partout dans le monde. Mais parfois, on a besoin de créer un schéma ad hoc en fonction des questions de recherche qu'on se pose. Moi, j'ai travaillé sur les gestes des enseignants, j'ai eu besoin de faire une typologie des fonctions pédagogiques du geste. Alors, on peut aussi créer les schémas en fonction des questions de recherche. Et donc, la pratique des guides d'annotation, voilà, elle est assez enrichissante pour affiner, je pense, ce processus d'annotation. Merci beaucoup. Écoutez, déjà, merci pour l'invitation à cette belle journée qui touche à sa fin. J'espère que vous êtes encore un petit peu vaillants. Je voudrais remercier Christine Desvlogs qui a orchestré cet événement et le comité d'organisation aussi qui nous a accueillis. Merci aussi à la famille de Jacques Cosnier d'être avec nous ce matin, cette journée, et en particulier à Juliette, donc, que j'ai connue à l'université puisqu'elle a été une de mes étudiantes, qui est devenue une collègue maintenant, et qui donc va se présenter. Et c'est vrai qu'on a pensé ce témoignage toutes les deux. C'est vrai que j'avais envie de partager des choses, et donc elle m'a encouragée et voilà, on s'est auto-stimulé. Eh ben, bonjour, merci également à Christine et à tout le comité d'organisation. Merci beaucoup à Agnès de m'avoir proposé d'être là aujourd'hui. Donc moi je suis Juliette Cosnier, je suis la petite fille de Jacques Cosnier. Voilà. C'est lourd à porter, surtout à l'école d'orthophonie. Voilà, mais finalement c'est Agnès qui m'a appris ce que faisait mon grand-père dans la vie. Le jour où je me suis retrouvée sur les bancs de son TD. Je ne pensais pas entendre parler de mon grand-père ce jour-là. Et puis ensuite, dans ma pratique clinique, je me suis passionnée pour l'évaluation et l'accompagnement des interactions sociales étonnantes et de la conversation, notamment chez les enfants et les adolescents qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être démarrer. On a un temps limité, donc on sait qu'on ne pourra pas tout vous montrer ce qu'on a préparé. Alors, en tout cas, personnellement, moi j'ai eu un immense plaisir à préparer cette journée parce que je disais que ça avait été un moment de pause, finalement, de relire tous les écrits de Jacques et de retourner à des sources, finalement, à une science qui me parle, qui me plaît. Et penser ensemble aujourd'hui, ça ne fait que conforter cette idée. Ce qu'on va vous présenter dans cette petite présentation, c'est comment on présente une vision sur l'être humain à des futurs soignants et soignantes, puisqu'il s'agit de la formation des orthophonistes. Alors, on va vous présenter ce travail en deux parties. Pourquoi ça nous a paru un ancrage pour former les orthophonistes, tout simplement en partant de la biologie du comportement à la communicologie clinique. Et en fait, il y a quatre aspects qui sont importants. C'est que là, on va se repositionner dans la pédagogie universitaire
et une pédagogie, moi, que je conçois active par le biais de la pédagogie inversée. Ensuite, bon, on va aller très vite sur la diapositive des concepts parce que tout a été dit dans la journée et je pense que justement on a vraiment ces concepts qui sont nomades ou transdisciplinaires, je ne sais pas comment les appeler, mais en tout cas on va reparler de ça. On va s'arrêter sur la méthode Sit and Watch que je propose aux étudiants et aux étudiantes pour éviter de tout de suite classer des étiquettes, des pathologies, mais plutôt de s'imprégner de comportements. Et c'est vrai que les travaux de Jacques Cosnier sont, à mon avis, faits pour ça. Et donc, on va faire un focus sur la classification fonctionnelle des gestes. Alors, on ne pouvait pas rêver meilleure programmation, puisque là, vous êtes complètement imprégné de cette classification. Donc, on ne s'est pas concerté, mais... alors, je pense que grandement, on va parler de ça. Il y a une deuxième partie qui s'appelle donc la classification fonctionnelle des gestes. Donc il y a des données, puisqu'il y a au moins une centaine d'analyses faites par les étudiants, donc on ne va pas en voir 100, hein, on va en regarder une. Hein. Et puis voilà, je vous dirai un petit peu les extraits choisis et on verra les mises en lien avec la clinique orthophonique. Alors, cette idée d'ancrage pour former les orthophonistes, en fait, quand je vous parle de pédagogie universitaire et de pédagogie active, peut-être que vous avez en tête ces travaux de Biggs de 2003, où finalement, plutôt que d'être dans des cours transmissifs, on va être sur cette pyramide d'apprentissage, où on va des connaissances jusqu'à l'évaluation. Et là, en fait, ce que je vais vous montrer, en tout cas ce que j'essaie de faire avec les étudiants, c'est les trois premiers niveaux. Les connaissances, c'est-à-dire qu'est-ce que vous apprenez. Là, on va regarder des choses sur l'éthologie et la classification des gestes. Qu'est-ce que vous comprenez et comment vous pouvez les appliquer. Et on est vraiment dans cette idée-là de plutôt d'apprendre comme ça, sans comprendre comment on peut se servir des apprentissages. Et la pédagogie inversée, peut-être vous connaissez les travaux de Marcel Lebrun, qui a un blog donc, en Belgique. Et enfin voilà, je me suis vraiment inscrite dans cette pédagogie de travail d'équipe. Donc les étudiants sont généralement en équipe, doivent avoir un maximum d'initiatives et de questionnements pour créer et se permettre finalement d'utiliser des concepts dans des situations d'interaction qu'ils auront choisies. Alors, par rapport à ce que j'aurais voulu redire sur les travaux de Jacques Cosnier, pour moi, c'est vraiment une approche qui parle à des soignants et à des soignantes, parce que avec les jumelles de l'éthologie et le miroir de la psychologie, le regard sur les animaux, le regard sur les êtres humains, il s'est intéressé aux individus isolés, en groupe, en duo, en face à face. Et aussi, il est allé dans tout ce qui pouvait être visible ou plus ou moins visible, voire invisible. C'est-à-dire qu'on arrive sur des subtilités qui sont vraiment intéressantes pour montrer qu'est-ce que c'est que l'activité sociale et quels sont les mystères des relations interpersonnelles. Donc, je ne vais pas non plus développer ça. C'est vrai que grâce à lui, on a parlé de concept nomade, mais c'est vrai que moi, il m'a permis de concevoir une épistémologie de partage. C'est-à-dire que Jacques Cosnier, il est capable de réunir des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, des anthropologues, des sociologues, des linguistes, des soignants, des infirmiers, des assistantes sociales, on en a parlé ce matin. Donc en fait, il est vraiment dans cette construction du soin qui va au-delà des frontières et il ne met pas les personnes dans des catégories. Et moi, personnellement, je ne souhaite pas forcément mettre les patients dans des catégories. Donc, il a cette façon, voilà, il a vraiment traqué les théories artificielles, il a partagé sa subjectivité et il m'a permis, moi, de comprendre des ancrages conceptuels historiques. C'est-à-dire que quand on relit, parce que pour cette présentation, moi, j'ai relu des travaux, on voit bien un petit peu comment il pointe des débats sur des moments de transition de certaines notions, et finalement, lui, il propose vraiment des redéfinitions qui m'ont amené à trouver chez lui des outils opérationnels pour décrypter les interactions. Donc, il est allé vraiment sur des bases de l'interaction, notamment une base que j'enseigne aux étudiants, qui est par exemple le schéma émetteur-récepteur. Donc ça, c'est pour moi un des piliers, une des représentations partagées dans le domaine des interactions. La multimodalité, on l'a vu, avec tous les éléments que ça comporte.
Et aussi, on a parlé du corps analyseur, mais de tout ce qui est pilotage et synchronisation dans des allers-retours entre émetteurs et récepteurs. En tout cas, tout ça, c'est des choses qui nous permettent, je dirais, d'avoir une vue globale et la plus ouverte possible des interactions. Alors, il faut vous dire que les étudiants sont engagés comme ça dans cet apprentissage et que je leur propose, moi, la méthode, j'allais dire minimaliste, du sit and watch, c'est-à-dire d'observer sans a priori, c'est-à-dire voilà, de changer de paire de lunettes, parce que des fois dans la société on a une paire de lunettes qui est un petit peu trop orientée, mais de leur proposer voilà, d'être dans l'observation, et c'est pas du tout évident de s'autoriser à cela, et de classer ensuite, après, de prendre des petites notes et de voir si elles vont trouver, ils ou elles vont trouver des catégories. Et c'est comme ça qu'on en est venu à utiliser les catégories de la classification fonctionnelle des gestes. Donc les gestes du dialogue, on vous a passé ce matin des extraits. Hein, donc les étudiants ont le visionnage de ce film. On vient de vous présenter la catégorisation. Donc il faut vous dire que c'est très formel à l'université. Il y a une UE qui s'appelle 112, c'est dans le cycle 1. Et il y a des connaissances fondamentales en sciences du langage. Et vous voyez qu'il y a le mot pragmatique, c'est là où j'interviens. Donc c'est vraiment très, très intense comme enseignement, parce qu'ils ont un cours magistral de 2 heures, et puis ensuite ils ont 2 TD pour essayer de s'approprier les choses. Donc ce que je vais vous dire, c'est qu'ils n'ont pas énormément de cours, hein, et vous allez voir ce qu'ils produisent. Donc là j'ai mis juste la première diapo de mon diaporama, que je mettrai en accès par le travail. C'est tôt, enfin c'est tôt aussi, en première année ils arrivent... J'ai jamais entendu parler de pragmatique. Bah, c'est des primo-arrivants, c'est-à-dire que... C'est une notion que personne ne connaît à part... Exactement. Mais les étudiants en orthophonie, ils arrivent, ils connaissent bien. Enfin, la pragmatique, c'est inconnu. Pour vous dire, là, le TD, il est au mois de janvier-février, et en fait, ils sont rentrés en septembre. Donc, ils sont vraiment dans les apprentissages fondamentaux. Alors, pour vous dire un petit peu le TD, donc j'essaie de les sensibiliser à travailler sur des extraits, des corpus, alors qu'en fait on a une culture quand même du texte, de la grille et des outils normés. Hein. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Alors voilà, le travail sur extrait, il est voilà, sur des faits linguistiques attestés. Moi je leur donne une consigne sur des travaux dirigés en leur disant, bah, vous choisissez une situation d'interaction pour observer le langage et la communication, et vous essayez de comprendre le fonctionnement langagier naturel, et vous me faites un montage vidéo, comment ils peuvent faire cela? Ils ont une certification PIX à l'université, et moi je travaille avec l'enseignant qui les forme. Donc j'ai mis dans le diaporama qu'on leur apprend à construire des documents multimédia. Hein. Donc ces documents multimédia, l'enseignant de PIX m'a dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien leur faire faire? Ben, je leur dis, moi j'ai une idée, tu vas m'aider à travailler sur des situations d'interaction, et donc ils les forment à cela pour réaliser une capsule vidéo en utilisant les notions de mon cours, la grille fonctionnelle de Jacques Osnier, et donc ils font une production, donc on va avoir le temps. Alors, il y a énormément de production, hein. Là je vous ai choisi un extrait, on l'arrêtera si c'est trop. Donc là, vous allez voir ce qu'ils proposent. Donc, ça fait donc quelques mois juste qu'ils sont à l'université. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons analyser la communication dans un extrait d'une célèbre comédie française que vous connaissez sûrement déjà tous, Les Tuches. La scène se passe dans le bureau du directeur d'une prestigieuse école monégasque et les interactions se font en face à face entre ce directeur, Donald, et ses parents. Ces derniers sont venus afin d'inscrire leur fils dans l'école, mais le directeur s'est vu dans l'obligation de refuser, au vu des derniers bulletins de notes de Donald. S'enchaînent alors diverses stratégies de la famille Tuche, basées sur des processus de communication variés, verbaux mais aussi paraverbaux et non-verbaux, car la gestuelle est très importante, afin de convaincre le directeur d'accepter Donald. Notre extrait se découpe donc en 3 temps: le refus du directeur, la période de persuasion de celui-ci par les 3 membres de la famille, et enfin, la finale approbation du directeur qui va créer entre les personnages une situation d'échange complètement nouvelle. On observe ainsi un changement drastique d'ambiance, de professionnel et normé à convivial, ce qui crée notamment l'aspect comique de notre scène. Madame Tuche, Monsieur Tuche,
J'ai bien étudié votre demande d'inscription pour votre fils Donald et je suis au regret de mettre mon veto. Un veto? C'est quand même pas un chien. Ce serait pas mieux un pédiatre, monsieur Van Brick? Dans cette situation, le directeur explique à la mère de Donald qu'il doit mettre son veto pour cause de résultats scolaires insuffisants. Cette annonce surprend et révolte Madame Tuche. Elle pense que le directeur parle d'un vétérinaire, montrant l'importance de l'interprétation du message qui dépend des compétences de chacun. Il s'agit d'un malentendu entre l'émetteur et le récepteur. La mère de Donald ne semble pas sous la contrainte du discours, elle réagit de manière inattendue en ignorant les codes sociaux et linguistiques, créant ainsi un décalage comique. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris, Madame Tuche. Je ne saurais accepter votre fils dans notre établissement. Ses résultats scolaires ne correspondent pas aux critères d'inscription dans notre école. Ici, la langue est l'objet du message. Monsieur Van Brick réexplique ce qu'il vient de dire pour s'assurer que cela soit compris par son interlocuteur. C'est la fonction métalinguistique du langage. De plus, on se rend compte d'une différence flagrante de compétences encyclopédiques entre le directeur et la famille Tuche grâce à ce quiproquo. Cependant, leur interaction n'en est pas moins affectée grâce aux bonnes compétences pragmatiques du directeur. Il analyse les informations gestuelles, posturales et verbales et reformule afin que des personnes, qu'il déduit d'une classe sociale inférieure, comprennent le message qu'il veut transmettre. Excusez-moi, Van Brick, c'est belge ça, non? Non, parce qu'on a notre cousin qui est routier, Michel. Ah si, quand tu vois, si, Michel est routier, Michel. Ici, Jeff Tuche donne des éléments pour préciser le référent du message dont il veut parler en clarifiant le contexte. C'est la fonction référentielle du langage. Il va souvent à Bruges et il nous dit c'est très beau. C'est vrai, c'est très beau, Bruges. Ici, on peut constater que la famille Tuche va user de leurs compétences logiques. Ils analysent le nom de famille du directeur qui évoque une origine belge, vont donc se servir de ce stéréotype sur cette culture et parient sur le sentiment de solidarité entre expatriés afin de susciter un changement de décision du directeur, ce qui va fonctionner. La Venise du Nord, ses canaux sinueux, sa grande rue. C'est frites aussi. Vous êtes des amis des Belges, hein, je le sens bien. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, hein. Franchement, entre nous. Votre petit Donald, là, c'est pas une flèche. Pas une flèche est un modalisateur, plus précisément un substantif, et un jugement de valeur dévalorisant. Tu as lui dire. Écoutez voir, monsieur Brick. Ici, l'accroche écoutez voir. Malheureusement, voilà, on est obligé de s'arrêter. Donc, ce que vous avez vu, c'est que finalement, en utilisant une situation de communication, donc les étudiants vont rechercher un petit peu tous les marqueurs, tous les indicateurs des interactions, jusqu'à la qualité de la relation, jusqu'au déiptyque, etc. Donc, pour terminer, ce travail, il date de 2016-2017, hein, donc il y a plus d'une centaine d'analyses de collecte de données, avec des extraits qui vont de 1 minute à 7 minutes et des cadres participatifs qui sont très différents. Alors, je vous mets juste pour vous donner un peu l'eau à la bouche, mais il y a des conversations à table, par exemple, on analyse des repas, et vous voyez, les étudiants font des arrêts sur image et arrivent à retrouver tous les indicateurs qui leur ont parlé, en tout cas. Ils font des essais de transcription. Alors ça, c'est un autre film où alors, ce qu'ils ont fait dans ce film-là, ils ont compté tous les gestes, hein, et ils ont fait par eux-mêmes une analyse statistique, voilà. Et alors là, c'est pareil, dans La vérité si je mens, bon, on peut pas continuer, mais ils reprennent tout en détail et d'une manière qui est très précise et complètement en lien avec le cours. En tout cas, il y a des tas d'extraits comme ça qui sont utilisés. Vous voyez, même un livre d'enfant, ils analysent un livre d'enfant avec la classification des gestes, avec les distances de pôle, etc. Alors, par rapport à l'orthophonie, je te laisse faire le lien. Ensuite, moi, je les retrouve, les étudiants, 3 ans après. Ils ont oublié le cours d'Agnès. On reprend un peu les bases. Mais je mets un peu tout ce cours au regard, mais même avec Agnès aussi, hein, puisque tu as aussi été aidée là-dessus, sur tout ce qui est évaluation, observation du langage en contexte, de la pragmatique du langage, de la conversation, de la communication non verbale, au regard de la pathologie. Ce qui est compliqué, parce qu'en fait, c'est un chantier énorme d'évaluer la pragmatique, de savoir justement, de se décentrer de nos propres représentations sociales pour savoir en fait, est-ce que cet enfant finalement a un trouble de la pragmatique. Et c'est quand même assez subjectif, donc on va croiser pour ça différents
corpus. Donc voilà, je vais leur montrer par exemple des films familiaux de parents avec leurs enfants, ou des conversations semi-dirigées que je vais donc créer avec un patient. Et je leur demande à partir de là, et à partir du coup de grilles qu'on présente, qui peuvent être notamment issus des travaux de Jacques et de Véronique Traverso aussi, sur tout ce qui est régie d'échange, régie de la conversation, communication gestuelle, les gestes paraverbaux, co-verbaux. Et ensemble, on essaye de voir s'il y a une altération qualitative et quantitative justement de cette communication verbale, dans une visée notamment de diagnostic, de troubles du neurodéveloppement, mais également d'accompagnement, nous, en tant qu'orthophonistes, pour savoir comment justement ensuite on va accompagner ces enfants qui ont des troubles spécifiques de la pragmatique du langage. Voilà. C'est bon. Alors, en fait, en travaillant toutes les deux, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit tous en lien, c'est déjà ça. Au moins, on est là aujourd'hui. Et en fait, on est vraiment dans cette pédagogie du traitement des données multimodales, et c'est très technique. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir disposer d'un enseignement parallèle avec le PIX, ça a permis de ne pas dénaturer les données, sinon les étudiants passent leur temps à faire des PowerPoint, et c'est vrai que des gestes inanimés sur un PowerPoint, c'est tout simplement pas possible. Et voilà, donc on pense qu'il faut valoriser ces types de production, et que la dernière piste qu'on se donne, c'est vraiment travailler sur une observation clinique avec une grille. Formaliser peut-être un peu plus justement la communication non verbale, puisque souvent en orthophonie on se dit le pointage et puis ce qui fait des gestes. Mais voilà, on n'a pas forcément en tête toute la catégorisation gestuelle. Voilà, donc je remercie Pierre Villers, Solveig Chapuis, c'est la directrice de formation qui a été au courant qu'on allait présenter ça, les étudiants et les étudiantes qui étaient très contents, et donc merci Jacques, parce que voilà, la relève est assurée grâce à ces travaux, et voilà. Merci. Je souhaiterais remercier, comme l'ont fait des collègues de Mabuka et Christine évidemment pour cette invitation, pour échanger avec vous et célébrer en quelque sorte Jacques dans ses travaux. Et comme je viens de le faire, je m'autorise une certaine familiarité avec Jacques. Et à titre posthume, je m'autorise cette familiarité, je l'appellerai par son prénom, je pense que c'est aussi plus simple. Et je pense qu'au final, il y a quelque chose qui relève du collectif. Et j'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. Vous aurez sûrement reconnu dans le titre de ma présentation un petit clin d'œil à son article de 96, les gestes du dialogue, la communication non verbale. Je m'aperçois que je ne suis pas de sport, parce que juste ce petit truc-là, ça m'exclut. L'autre clin d'œil est celui aux langues et au passé de Jacques, auquel m'ont initié Christine et Mabuka, parce que j'ai appris que Jacques a vécu à l'étranger, notamment au Liban, pendant 8 ans. Et s'il n'a pas pu y apprendre l'arabe, cela l'a conduit à s'intéresser à l'apprentissage des langues dans leur dimension corporelle. L'objectif donc, moi, que je me donne ici, c'est essayer de montrer en quoi les questions plurilingues et multimodales relèvent, selon moi, d'une même problématique liée à notre conception du langage et de la communication. Et finalement, me retrouver ici avec vous, à rendre hommage à Jacques, me renvoie nécessairement à cette rencontre de 2014, lors de la journée d'études, quand les gestes montrent la langue et le discours, à laquelle j'ai été invité à présenter une partie de ma thèse que j'allais bientôt soutenir. Alors, autant vous dire savoir que Jacques allait réagir à ma présentation, avait un peu, même beaucoup, stressé le doctorant que j'étais à l'époque. Et finalement, c'était sans connaître la personne qui était Jacques. Bienveillant, il m'avait fait des retours constructifs sur mon intervention. Et j'étais reparti heureux et en quelque sorte un peu requinqué pour finaliser mon travail. Cette brève mais intense rencontre a conforté l'idée que le monde de la recherche était aussi habité de gens accessibles et humains. Dans ce travail sur l'ubiquité co-énonciative, je partageais avec Jacques des convictions théoriques, mais aussi posturales, dans le sens de posture critique. Ce qui lui tenait à cœur, comme il l'affirmait encore dans son texte Énonciation, dénonciation, interaction de 2013, c'était de faire reconnaître l'hétérogénéité sémiotique des énoncés. Certes, son entrée était principalement multimodale, mais il soulignait l'idée que la communication humaine était riche de sa diversité de ressources sémiotiques, et qu'elle gagnerait à être entendue comme un tout-texte. Pourtant, l'exemple que je vous propose de visionner à présent interroge pour d'autres raisons notre capacité à véritablement entendre l'énoncé comme un taux-texte, ou plutôt elle montre que la manière dont on entend le taux-texte peut laisser à la marge d'autres réalités langagères.
petit moment de contexte. On est dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. C'est un corpus de ma thèse que j'utilise parce qu'il montre finalement ce que je vais être amené à discuter ensuite, la confrontation entre des ressources sémiotiques. L'enseignante demande à une élève écossaise où est-ce qu'elle a passé ses vacances, dans les Highlands, et la réponse ça va entraîner un petit échange et l'intervention d'autres élèves. Pardon. Et il me semble ici que la marginalisation que subissent les ressources plurilingues mobilisées par les élèves fait écho à celle qui touchait il y a quelques années les productions non verbales. Avec cet exemple, on s'aperçoit en effet que la question du lingocentrisme, contre laquelle Jacques a cherché à s'élever pour penser l'énoncé dans sa totalité, se déplace et concerne la problématique des normes linguistiques. Une langue, une norme. Le répertoire plurilingue, comme source possible de sémiotisation, subit le même destin normatif que les gestes vis-à-vis de la langue. Certes, on pourrait tenir, mais il renvoie toutefois à une conception monolingue de l'enseignement des langues. De nouveau, nous retrouvons une centralité et une priorité de la langue dans son unicité. Ainsi, si Jacques interrogeait les frontières entre les modalités pour reconnaître un énoncé total, il semblerait utile de poursuivre cette réflexion pour intégrer d'autres formes de sémiotisation. Si, comme le disait Jacques, l'attitude engagère renvoie non pas à la capacité à parler, mais à sémiotiser, cela relance la question de la frontière entre les éléments qui contribuent à la sémiose. C'est ce que j'aimerais ici discuter dans ma proposition de répertoire pantosémiotique. Avant de poursuivre avec 3 exemples, un détour par un cadre théorique qui m'a permis de faire converger les réflexions sur la marginalisation de certaines ressources sémiotiques. Le cadre en question, c'est la sémiotique sociale, que l'on retrouve finalement dès les années 80 chez Landowski en France. C'est pourtant le texte pionnier de New London Group de 1996 qui sert très souvent de base de discussion. Les chercheurs du groupe défendent l'idée que le monde est composé d'une grande diversité de langues, de cultures, de normes, de modalités, et qu'il est essentiel de... Ça m'a fait peur, pardon, elle a bougé son téléphone. Et qu'il est essentiel de considérer toute cette diversité sémiotique en tant que constitutive du langage, du discours. Le terme multithéracie qu'il propose est supposé contenir cette idée. Je vais vous présenter donc deux premiers extraits. Je vais commencer par celui de droite et ensuite par celui de gauche. Un mot pour le premier contexte. Donc une vidéo qui est extrait d'un projet de recherche que je menais il y a quelques années dans une école maternelle. Où on avait demandé à des parents d'intervenir et de raconter une histoire dans l'amont de leur choix. Elles avaient été informées avec une conteuse au préalable. Et là, on a une maman arabophone de Tunisie qui vient de raconter une histoire et l'enseignante demande aux élèves ce qu'ils ont compris. Tous les élèves, même si c'est dans une REP+, ne comprennent pas l'arabe et tous ne comprennent pas le dialecte tunisien. Tu as compris autre chose? Facile. D'accord. Et comment tu sais que c'était un loup? Ah, tu as entendu un loup en arabe. Et comment tu sais qu'il avait un foulard, le loup? Comment tu sais, Acide, qu'il avait un foulard? D'accord. D'accord. Donc je demandais le temps pour voir ce que je pouvais dire par rapport à ça. Et on voit finalement que l'élève ici arrive à montrer que sa compréhension, elle est un tout. Et c'est la question de l'enseignant qui lui amène à distinguer finalement 2 dimensions de sa compréhension. Un, le fait qu'il fasse appel à son répertoire plurilingue, c'est-à-dire qu'il a compris le mot, il dit avoir compris le mot loup, ce qui est dans l'absolu est une erreur. Elle n'a jamais prononcé le mot loup. Mais finalement, ça ne pose pas, ce n'est pas important, ça ne change rien, pour différentes raisons. Parce que le mot qui a été réellement prononcé par la maman, c'est le mot ogresse en arabe, et on peut supposer que finalement, il a fait une sorte d'équivalence entre l'ogresse et le grand méchant loup qu'on peut avoir dans les contes occidentaux. 2, ça n'est pas un problème parce que finalement, l'idée, ce n'est pas de dire à l'élève qui s'est trompé ou pas, c'est de valoriser les répertoires plurilingues comme étant des ressources pour comprendre et apprendre. Et 3, c'est parce qu'on est en maternelle et que l'essentiel, c'est de faire reformuler par les élèves, puisque c'est sur le langage qu'il y a essentiellement un travail. Ce qui peut également être intéressant dans cet extrait, comme je le dis, c'est l'interprétation du geste qui a été possible par l'élève, parce qu'il refait ce geste-là.
Alors j'ai un autre corpus où une enseignante fait ce geste-là et il n'est pas du tout compris par des élèves, ça pose d'autres questions, je n'ai pas le temps de parler. Mais il a pu comprendre ce geste-là parce que sa mère porte également un foulard. Et donc j'émets l'hypothèse que finalement le fait de voir sa mère régulièrement mettre le foulard l'amène à comprendre aussi le fait que le personnage du conte met ce foulard-là. Le troisième élément, finalement, comme je le disais, qui est vraiment intéressant dans cet extrait, c'est que si l'enfant distingue son répertoire plurilingue de sa capacité à prêter attention à des indices multimodaux, c'est uniquement parce que l'enseignante, c'est uniquement le fait de la question posée par l'enseignante. Pour lui, tout cela constitue un ensemble d'informations qu'il a mobilisé pour construire du sens à partir d'indices verbaux et non verbaux. C'était une histoire à propos d'un loup, d'une ogresse, qui porte un foulard. Le deuxième exemple est plus court, ce qui me permet de gagner du temps, et c'est dans le cadre d'un projet de recherche qui a été réalisé dans une crèche bilingue. Les enfants, aucun des enfants qui a été filmé pendant le projet-là n'est hispanophone. Et là, on a filmé uniquement des interactions qui se passaient avec une éducatrice hispanophone qui nous parlait, pas uniquement, non. Dans certaines circonstances, elle revenait aux Français des situations un peu d'urgence où il y avait un souci, mais elle parlait à 95% en espagnol auprès des enfants. Et je vous laisse apprécier, donc cet enfant spontanément va produire un énoncé. Un élément du contexte que je n'ai pas évoqué, c'est que face aux élèves n'importe quoi, aux enfants, ils ont un set de tables au milieu duquel est représenté leur propre visage. Totou, c'est Titou. Titou, c'est le surnom que lui donnent ses parents. Et ce qu'il convient donc de signaler ici, c'est l'utilisation spontanée, et vraiment c'est important à le retenir, je crois qu'il a 1 an et demi, ou 16 mois, ça me convient à peu près, je crois qu'il a 16 mois. C'est l'utilisation spontanée et synchronisée du geste de pointage, du regard orienté vers l'adulte, et le mot acquis, qui en espagnol veut dire ici, que l'enfant venait d'apprendre il y a quelques semaines, qui n'a pas été spontanément utilisé par l'éducatrice dans l'interaction juste précédente. Et le mot donc en espagnol, on s'aperçoit que ce mot fait à présent partie du répertoire verbal de l'enfant qu'il est en capacité de mobiliser à bon escient. Il est utilisé de manière cohérente avec le geste de pointage et le regard. Et finalement, on peut finir par reformuler son message ainsi. Regarde, le visage que je vois ici est le mien. Il dit, comme je vous l'ai dit, Totou, qui est son propre surnom. Là encore, comme l'élève maternel, cet enfant ne fait aucune distinction entre les différentes ressources qu'il mobilise pour faire passer son message. Ou comme le dirait Pénicaud, qu'il existe une sorte d'agencement sémiotique émergent qui permet à l'enfant de partager son message. Dernier exemple. Donc là, on est dans une période de ça, mais on va se mettre du côté de l'enseignante qui tente d'expliquer le mot éclair à sa classe, et notamment à une élève syrienne qui vient d'arriver, qui a un niveau elle est grande débutante en français, et elle essaie d'expliquer le mot éclair. Un éclair. Quand il y a de l'orage, tu sais, et ça fait du bruit dans le ciel. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un éclair? Non? C'est pas en arabe? Notre ami Google Traduction, voilà. Les bras. Attends. Les bras. Il a écrit aussi ici. Là. Non? Balai. Balai? Balai. D'accord. Ah. C'est pas tout à fait la même chose. Bon. Mais peut-être qu'il y aura des éclairs aussi, hein? Désespérée, elle pense qu'il n'y a pas d'éclair en Syrie, parce que malgré tout, elle a fait que ça va comprendre. Mais on s'aperçoit, quoi qu'il en soit, que certaines enseignantes enchaînent ce que j'appellerais avec Neofit un enchaînement transmodal. C'est-à-dire qu'elle va avoir l'utilisation... non, c'est joué sur le... différentes...
On va distinguer ces différents moments. Je me suis embrouillé dans mes pages. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y a cet enchaînement transmodal et elle va passer du dessin à l'utilisation à un mime, d'un pictogramme à un mime, à des gestes, à des sons, Google Traduction qu'elle va faire entendre, Google Traduction qu'elle va faire lire. Et on s'aperçoit que finalement, encore une fois, pour le bien de l'analyse, on va distinguer toutes ces stratégies, mais il apparaît clairement que ces stratégies, au final, font partie d'un même ensemble auquel les élèves ont d'ailleurs accès intégralement, soit parce que le geste et les sons sont restés en mémoire, soit parce que le tableau porte encore la trace de cet étayage. Et ces différents exemples nous amènent à repenser la distinction entre répertoire plurilingue, multimodalité et d'autres ressources sémiotiques. À l'instar de l'agencement sémiotique de Pénicaud ou de sa conceptualisation du translanguaging, je pense que nous devrions envisager d'unifier ces ressources en un seul ensemble. Il existe une diversité de ressources sémiotiques parmi lesquelles nous pouvons considérer le corps, dans les gestes, les mimiques, regards, l'espace, la voix, la langue et ses variations et sa diversité normative et linguistique, et les supports iconographiques. Les ressources sémiotiques sont diverses et ne sont pas dans un rapport hiérarchique. Elles sont donc interreliées et entretiennent des interactions constantes. Elles sont évolutives car elles s'inscrivent dans une histoire et une temporalité individuelle ou collective, éducative et interactionnelle. Et le répertoire n'est pas isolé du contexte avec lequel on est en interaction. Ce contexte est envisagé à différentes échelles, micro, méso, macro, et le répertoire est donc nécessairement marqué culturellement. La culture étant entendue ici au sens large d'ensemble de valeurs, de significations et de comportements acquis, produits et partagés par les membres d'un groupe. Au final, je définis le répertoire pontosémiotique comme étant un ensemble intégré de ressources sémiotiques plurilingues, plurinormées et interreliées, contribuant toutes à divers degrés, selon les besoins et le contexte interactionnel, à la production et réception de sens. Ces ressources, en constante élaboration, sont influencées par les parcours, les expériences et les histoires personnelles, lesquelles s'inscrivent dans des histoires collectives. Elles évoluent donc selon le milieu socio-culturel, selon le milieu socio-culturel, l'âge, et sont potentiellement influencées par le genre de la personne. Ce répertoire n'est d'ailleurs rien d'universel, ni figé dans le temps et dans l'espace. Sa construction et sa mise en œuvre varient donc pour partie selon les langues, cultures et contextes, ainsi que selon ce que Kress appelle les mondes sémiotiques dans lesquels nous évoluons, au moins temporairement. Au final, j'ai essayé dans cette journée hommage à Jacques de montrer en quoi les questions multimodales et plurilingues convergent autour d'une question englobante, celle de dépasser une conception monolithique de l'utilisation de la langue. Comme le disait Jacques, en défendant la dimension non verbale de la communication, il est question d'excéder l'énoncé. Je dirais même plus, il est question d'excéder l'énoncé monolingue. J'ai donc humblement proposé de poursuivre le combat théorique et idéologique de Jacques en proposant d'envisager toute la complexité de la communication en intégrant aussi et explicitement les diversités linguistiques et normatives. Cette conception post-linguistique permet in fine de penser l'environnement et le langage dans toute sa complexité car fondamentalement hétérogène. Nous pourrions aller même plus loin en considérant une approche post-humaniste et penser la frontière entre l'humain et le non-humain comme y engagent des chercheurs comme Kuhn ou Kanagarajan. Je vous remercie pour votre attention.